Et il est nécessaire aussi de rappeler que peut-être Belkhir est l'homme qui a le plus de réseaux en Algérie, aussi bien dans les médias, dans les affaires, oui, qu'au sein de la société. Et tu parlais bien des affaires, puisque Moumen Khalifa est aussi une créature de Belkhir. Une création, tu veux dire? Pour ne pas dire créature. D'accord, j'ai compris la nuance. J'ai compris la nuance. Une création, c'est un objet. Mais Moumen Khalifa, il agissait, hein, et il payait cher, évidemment. Le dossier. Et quelle a été la stratégie de ce pouvoir de 99 à 2004 avec l'autre phénomène, l'autre nébuleuse, oui, qui s'appelle l'islamisme? Ah, bah l'islamisme, c'est-à-dire, je parle de l'AIS, oui, l'islamisme de ceux qui sont descendus, oui, et l'islamisme qui est resté dans les maquis. exact. Voilà, il y a trois types d'islamisme, en plus d'un islamisme Rampant. en triste, Oui, oui, rampant à l'intérieur des institutions, oui. et qui a toujours fait partie de toutes les coalitions Toutes. présidentielles ou gouvernementales. Voilà quatre types d'islamisme. Peut-on les analyser? Je suis d'accord avec cette nomenclature que tu établis. Elle est extrêmement pédagogique. Je Parfait. suis tout à fait d'accord avec cette... On va prendre cas par cas. Mhm. Le cas de l'AIS, on va être moins prolixe sur le cas de l'AIS. Mais il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il fait partie du cinéma. Mhm. C'est la partie médiatique. La partie médiatique qui montre la reddition, parce que c'est comme ça que ça s'est présenté, alors c'est pas une reddition C'est une décision unilatérale. unilatérale. D'ailleurs, ça nous rappelle dans l'histoire des mouvements armés en Algérie, de résistance ou de mouvements armés, sans les qualifier de quoi que ce soit, ça nous rappelle la décision unilatérale du FFS un mois avant le coup d'État de 65. Exact. Et je suis heureux que tu le rappelles. Non, et ça m'a toujours interpellé. Bien sûr. Qu'est-ce qui a poussé le FFS à décider unilatéralement de déposer les armes un mois avant, disons un mois ou quelques mois, un mois avant le coup d'État de 65. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose pour l'AIS qui a déclaré publiquement en 97 sa décision, mais qui ne l'a mise en application qu'avec l'arrivée, 2 mois après l'arrivée de Bouteflika, c'est-à-dire en juin 1999. Bouteflika est arrivé en 99, en avril, lui il décide publiquement. C'est quoi tout ça? La thermodynamique qui est née au 19e siècle, Oui. les sciences qui ont commencé à s'établir, ont élaboré, établi un axiome extrêmement parlant, extraordinaire, disant la chose suivante, qui peut paraître aujourd'hui dérisoire: mutatis mutandis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui s'est passé avec l'AIS nous éclaire sur ce qui a dû se passer avec le FFS, c'est-à-dire des opérations d'approche, des opérations de contact, des opérations de discussion, des opérations de préparation. Je ne parlerai pas de l'affaire FFS parce que je suis... Non, on en a déjà parlé, puis c'est le contenu, le contexte, les hommes... C'est du passé. Non, c'est différent aussi, c'est différent. Simplement, il serait dommage, sans être perfide, que cela se reproduise. Parce que les conditions de reproduction sont en train de se mettre en place. Et je sais pertinemment, c'est là que ce parallèle dérangerait, va déranger sûrement nos amis du FFS. Je vous invite également à nous éclairer sur cette période du FFS qui est très très importante dans l'histoire politico-militaire et dans l'histoire des mouvements d'opposition, dans notre histoire, dans l'histoire, j'allais dire, récente, c'est-à-dire depuis l'indépendance nationale. Je vous invite également, et pas forcément l'encadrement du FFS en tant que structure partisane, mais les élites intellectuelles, les gens qui sont proches du FFS, les gens qui travaillent. On a besoin d'une histoire du FFS. Absolument, absolument. On a besoin d'écrire l'histoire du FFS dans ce pays. Absolument, absolument. Et tout ce qui a accompagné le... qu'il y a des militants du FFS. Je l'espère moi aussi. Qui viendront témoigner de l'histoire de l'organisation. Exactement. Indépendamment des points de vue. Non, ça c'est leur mission en tant que parti politique. Absolument. Alors, analysons maintenant le phénomène de l'AIS. L'AIS, c'est AIS. AIS Bouteflika, AIS DRS. Oui. Ça c'est... Voilà. Absolument. L'AIS DRS a
prévalu avant l'AIS Bouteflika. Pourquoi? Parce que celui qui a traité, au sens militaire du terme et au sens politique du terme, celui qui a traité Mazarek, c'est le général Smaïl. c'est le général Smaïl. C'est le secret de Polichinelle. La grande interrogation, la grande question qu'on est en droit et légitime de se poser, c'est pourquoi Mazarek, au terme de l'accord auquel il a donné, ou au terme de l'accord qu'il a donné de déposer les armes, qu'il avait donné donc à, comment il s'appelle, au général Smaïl et à Ben Flis Ali, qui était avec le général Smaïl dans la discussion avec Mazarek. Je ne le savais pas. Non, je le savais. Je te l'apprends. Je te l'apprends. Et ça a été écrit dans la presse. Mais tu n'as pas été attentif. C'est Ben Flis qui a été dans les montagnes de Djidjel avec Smaïl. Il n'a pas été avec Smaïl. Il a été avec Fodel Shref. Et éventuellement, peut-être. Ismaël, les trois. Donc, pourquoi... À l'époque, pour la 5e région militaire, il y avait le général Bouraba. C'était pas lui. D'accord. Moi, je pose des questions, je ne sais pas. Ce n'était pas lui. Donc, ils ont été négociés avec... Ils ont été contactés pour discuter, d'après ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai eu comme information, de décider de la reddition de l'AIS. Pourquoi Mazarek? Ça s'est passé en 97. 97, pardon. Pourquoi Mazarek ne s'est pas manifesté, ni n'a donné accord que en 2000... En 99, en juin 99. En juin 99, pardon. Exactement. Pourquoi avoir attendu 2 ans? C'est-à-dire un cadeau extraordinaire, un cadeau extraordinaire sur un plateau d'or pour Bouteflika. Absolument. Pourquoi? Ça, c'est un grand point d'interrogation et j'espère... Non, et l'autre question, à ton avis, pourquoi un certain Madani Mzrak, s'il n'était pas lui-même, c'est une question, un agent du DRS travaillant pour le compte de Smaïl, pourquoi avait-il sous-traité militairement pour eux, pour contrecarrer le GIA? Parce que nous savons pertinemment, moi-même je suis de Djidjili et je connais cette histoire. Il y a eu beaucoup d'accrochages, beaucoup j'allais dire de violence entre l'AIS et les GIA ou le GIA. Donc pourquoi ont-ils sous-traité pour le compte de l'armée et du DRS en s'attaquant au GIA? Est-ce pour des raisons idéologiques? Est-ce que pour des raisons politiques? Est-ce pour des raisons personnelles et familiales? Est-ce pour se donner une virginité différente, nouvelle, vis-à-vis de la population? Est-ce que c'est pour une crédibilité de ce qui se disait à l'époque comme étant une branche armée du fils du Front islamique du salut, etc. Et de l'autre côté, pourquoi faire de la sous-traitance également politique pour le compte plus tard de Bouteflika? Parce que nous avons bien vu que l'AIS a joué un rôle très important, aussi bien dans l'élection de Bouteflika, dans la campagne, par la suite dans le dépôt d'armes, et surtout le soutien des nouvelles stratégies qui renvoient à ce qu'on appellerait plus tard la réconciliation nationale. Pourquoi tout ça? AIS, sous-traitance, Bouteflika, DRS. J'avoue que vraiment c'est d'une opacité, d'une grande opacité. Ce qu'on peut avoir comme première conclusion, c'est de dire que les contacts avaient eu lieu sous Anouel, qui a dépêché un homme politique du FLN, qui n'était pas, il était dans le bureau politique du FLN, il n'était pas responsable du FLN. Je ne sais pas s'il était dans le bureau politique ou dans le comité central, je ne suis pas très sûr. Donc en la personne de Ali Benflis, et un général, qui est un général du contre-espionnage. Du contre-espionnage. Enfin, le chef. Non, je voulais parler de Fodel Shref, parce que c'est Fodel Shref qui était avec lui. Je ne suis pas très sûr qu'au premier contact, il y avait Ismaël. Je ne suis pas très sûr. Je vais rafraîchir ma mémoire. À l'occasion, quand je rencontrerai Sergi, je lui demanderai.
Mais j'ai lu ça dans la presse. Serait-il, à ton avis, oui. moi, serait-il disposé à témoigner? Je peux pas. Au nom de Respublica, moi, sincèrement, même son numéro de téléphone, je l'ai perdu lorsqu'on m'a volé pendant la première marche du 12. Après mon interpellation en sortant, il y a eu, je ne sais pas qui est-ce qui m'a volé, mais on m'a volé en tous les cas. J'ai perdu tous les numéros. J'appelle tous mes amis qui suivent Respublica de m'appeler sur mon ancien numéro que j'ai récupéré pour pouvoir récupérer tous les numéros et les contacts que j'avais. J'ai perdu plus de 1809 numéros. Alors je vous appelle, bon, c'était une parenthèse. S'il y a possibilité, je ne vois pas, s'il y a nécessité qu'on se déplace, moi j'aimerais bien avoir des témoignages de ce genre de gens. C'est la première fois. Je ne sais ni son porte-parole. Non, je parle. Son... Non, moi c'est Respublica oui. qui souhaiterait. Oui. C'est Respublica qui souhaiterait. Je sais que tu n'es pas porte-parole. D'ailleurs, si tu étais porte-parole de qui que ce soit de ce pouvoir, je ne t'aurais jamais invité. أقسم بالله والله ما نعرضك. تفضل كمل. Donc, je pense que c'est peut-être un petit point qui peut paraître un point de détail, mais qui serait intéressant à clarifier. Est-ce que lors de la première rencontre Belflis Mazaraq Fodel Cherif, ça je suis sûr de Fodel Cherif, est-ce que le général Ismaili était présent ou pas? Je ne sais pas. S'il était présent, ça pose des problèmes. S'il n'était pas présent, ça explique autre chose. Vas-y, donne-nous les deux hypothèses. S'il était présent, on ne comprend pas d'abord à quel titre il y était. Est-ce qu'il était au titre des services ou au titre de l'armée? Or, on sait que les services du temps de Zarwal avaient été réintégrés au sein de l'armée, et que par conséquent, je vois mal pourquoi l'armée déléguerait 2 généraux. Pourquoi? Si maintenant la conclusion de l'affaire a été faite a posteriori, c'est-à-dire en 97, avec Smaïl, qui lui malheureusement est mort, mais même s'il n'était pas mort, on ne peut pas témoigner, ça c'est évident, la grande muette reste muette. Je ne sais pas si... Mais c'est une muette qui parle trop en fait. Oui. Je me demande si ça a été fait dans un tête-à-tête ou s'il y avait une autre personne, une autre personnalité. C'est une question que je me pose. Je crois savoir que Fodel Cherif avait été assassiné entre-temps. Ou non. Dans un accident. Non, Fodel Cherif, non. Fodel Cherif, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Il était malade. Il est mort de maladie. Non, ça fait pas longtemps qu'il était mort. D'ailleurs, malheureusement pour notre institution militaire, il est mort. Et la majorité de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, parce que lui n'a pas soutenu Bouteflika en 2004, pour une réélection en 2004, ils n'ont même pas été à son enterrement. C'est-à-dire on ne voit pas en l'homme l'incarnation de la première région militaire contre le terrorisme. On voit en lui quelqu'un qui juste n'était pas d'accord avec la reconduction de Bouteflika en 2004. Et ça, c'est malheureux pour nos institutions et les valeurs. Peut ne pas s'entendre, mais les valeurs de la République, de l'État, doivent être respectées. Voilà, c'est malheureux de le dire, mais c'est terrible. Donc je crois que la deuxième lecture serait effectivement que Mazaraq donne un cadeau sur un plateau à Bouteflika pour son quinquennat. Ça c'est la logique de la chose. À l'époque, on a dit c'est l'ordre que Bouteflika il avait reçu à plusieurs reprises Madani Mazaraq à la présidence de la République, au moment où il ne s'était même pas encore adressé à la population algérienne, c'est-à-dire, je dis la population algérienne dans le concept colonial du terme. Oui. Et de l'autre côté, on avait même dit à l'époque qu'il avait utilisé l'AIS et ses membres comme étant une force et une parallèle et une capacité de nuisance contre ceux dits éradicateurs au sein de l'armée pour leur dire si vous bougez, je lâche l'AIS comme étant une capacité de nuisance et une nébuleuse qui risque de déstabiliser l'ordre établi par l'institution militaire traditionnelle. Donc, est-ce que le compromis n'a pas été seulement politique ou, à ton avis, était-il également militaire dans un sens sécuritaire? On va juger de la chose toujours a posteriori, parce que c'est sur preuve ou sur pièce. Je crois savoir qu'il n'y a pas très longtemps, ce même Madani Mazaraq a écrit une lettre
ouverte à Baudelaire, qui est une lettre extrêmement intéressante si on pouvait la retrouver et la passer sur Res Publica. Res Publica pour que nos amis internautes en prennent connaissance. Et elle est intéressante, pourquoi? Parce que ce sont des menaces à demi-mot. Gaël, vous nous avez promis, on risque de... Hein? Exactement. Donc, ils sont dans une logique de marchandage. Ce qui n'exclut pas ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le président de la République utilise, ce sont des techniques de guerre, j'allais dire de bonne guerre, utilise la pression d'un clan contre un autre. Et dans ce cas d'espèce, il utilise la pression de l'ex-terroriste de l'AIS, je ne sais pas quelles sont ses forces de nuisance aujourd'hui ou ses capacités de nuisance, pour faire du chantage à des militaires de carrière et des militaires de profession. Ça, c'est une continuité aussi dans les mœurs, qui montre bien qu'il n'y a pas de rupture dans les mœurs, dans le système. Alors, juste pour appuyer ce que tu viens de dire, sur Internet maintenant, alors, في رسالة موجهة للرئيس عن طريق جهة رسمية، مدني مزرق يطالب بوتفليقة بإصلاح دستوري وسياسي عميق. طلب مدني مزرق الأمير الأسبق لما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ المحل الرئيس بوتفليقة بإصلاح دستوري عميق وإصلاح سياسي أعمق والعودة السريعة إلى المبادئ النوفمبرية. Donc, voilà le contenu de la lettre qui a été adressée, qui a été publiée par le quotidien Al-Khabar. De quelle date? Alors, je la vois ici, datant du 27 février 2011. 2011. Pour nos internautes, il fallait donner cette précision que ce monsieur s'est manifesté dans la turbulence qui a cours aujourd'hui dans la région du Maghreb et jusqu'en Égypte.